Top. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Monsieur Emmanuel Kamga. Je serai votre assistant lors de cette session 7 sur l'information, la désinformation et paix au Sahel, qui abordera les enjeux, les défis et les résistances citoyennes. Ce colloque sera animé par le docteur Marie-Claude. Je sais que je ne vais pas faire d'erreur. Marie-Claude Et Giguet. c'est bon. Oui. Excusez-moi, je ne voulais pas faire d'erreur. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser la parole pour prendre la main sur ce colloque. Bienvenue à tous et bon colloque. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Comme disait Monsieur Kamga, je suis Marie-Claude Gibkeb, je suis sociologue et démographe social de formation. Je suis actuellement en poste à Howard University et je suis dans le département de sociologie et criminologie. Donc, je suis la directrice pour l'instant. Je suis très heureuse de participer, n'est-ce pas, à cette session, à ce colloque et puis de vous accueillir aujourd'hui pour cette discussion qui, pour moi, parce que je travaille beaucoup avec les jeunes, est quand même essentielle autour des problématiques majeures qui affectent non seulement la jeunesse dans le monde, mais aussi dans le Sahel. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir 5 panélistes, si vous voulez. Denis Gardingina, j'espère que je ne me suis pas trompée, de la nation Saoutchek N'Djamena au Tchad, qui interviendra sur la question de l'information dans le contexte tchadien. Salissou Mamane El Koudoubé et Florence Dazna du Lac Network au Niger. Salissou parlera de l'information dans l'espace sahélien et Madame Dazna partagera, n'est-ce pas, un retour d'expérience puisqu'elle est basée entre le Niger et le Cameroun. Dianguina Soumaré de l'organisation Think Peace à Bamako nous présentera lui aussi une expérience de terrain. Et nous avons également l'honneur d'être rejoints par Madame Fatoumata Kono, directrice régionale adjointe de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et une experte de renommée internationale. Donc, l'engagement en faveur de la jeunesse et de la paix dans l'espace sahélien est très important et très, comme on dit en anglais, impactful. Forte de son expérience, n'est-ce pas, de sa vision et de son engagement au service de la paix, j'espère qu'elle pourra nous aider à avoir une discussion productive et peut-être aussi conclure le panel. Alors, je donne la parole maintenant à Salissou Mamane El Koudoubé. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que je suis audible? Oui. Oui, vous êtes audible. D'accord. Merci beaucoup à tous. Merci. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être invité. Est-ce que je peux confirmer combien de temps j'ai pour intervenir? Et 10 minutes. D'accord, merci beaucoup pour la précision. Merci beaucoup, Linda. Merci aux autres organisateurs pour ces grands colloques de partage d'expérience sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Moi, c'est Salissou Mamane El Hadji Koudoubé. Je suis secrétaire général du réseau LAC-LAC et président du réseau, secrétaire général du réseau LAC-LAC et président de LAC-LAC Niger. Et je vais partager notre petite expérience au Niger et en général au Sahel, notamment sur l'utilisation de la technologie pour la paix, notamment en ce qui concerne la désinformation, les discours haineux. Nous savons que le contexte actuel du Sahel et en particulier du Niger nécessite
vraiment une attention particulière en matière de la cybercriminalité, puisque nous voyons de la manipulation, de la désinformation, de la mésinformation un peu du tout dans la région du Sahel. Donc, ce que nous faisons à Lac Niger, c'est surtout de lancer une campagne digitale en vue de sensibiliser les utilisateurs de la technologie, notamment les réseaux sociaux et aussi l'Internet en général. Donc, pour cela, nous avons décidé de produire des vidéos de sensibilisation en langue locale, puisque en général, les consommateurs de ces fausses informations-là ne sont pas du tout lettrés, ne sont pas du tout scolarisés. Donc, nous avons décidé de faire cela aussi avec des affiches audiovisuelles pour sensibiliser les utilisateurs à comprendre les mots que la fausse utilisation ou bien les cybercriminalités peuvent causer, notamment les discours haineux, et y compris les cyberharcèlements en parlant de la violence basée sur les genres. Il y a aussi des formations que nous faisons sur toujours l'utilisation de la technologie pour la paix, notamment au moins 300 personnes que nous avons formées à l'utilisation de l'informatique bureautique, puis à l'utilisation des réseaux sociaux. Nous leur apprenons à comprendre ce qui est important, comme l'utilisation du réseau social LinkedIn, comme l'avantage de l'utilisation des réseaux sociaux et y compris les inconvénients. Et on profite aussi pour vulgariser la loi portant répression de la cybercriminalité au Niger, puisque cela existe, mais bon nombre des utilisateurs ne sont pas conscients de cette loi-là. Et nous avons aussi décidé d'en faire partie cette session de l'usage rationnel de la technologie pour la paix dans presque toutes nos initiatives, puisque nous avons compris que si on veut intervenir dans le domaine du genre, dans le domaine de l'égalité des sexes, dans le domaine du leadership, dans le domaine de l'agenda jeunesse, paix et sécurité ou femmes, paix et sécurité, peu importe les sujets identifiés, il y aura toujours une partie où il va falloir parler de l'usage de la technologie pour la paix. Sinon, ça sera vraiment une bombe à retardement pour notre pays, le Niger, et aussi en général pour le Sahel. Donc, suite à cela, l'ACLAC a participé aux côtés de Search for Common Ground dans le cadre du projet où nous avons été des cybergardiens. Donc, c'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est vraiment des cybergardiens. Nous assurons la veille sur les réseaux sociaux en collaboration notamment avec Meta, où nous signalons progressivement des cybercriminalités détectées, où nous modérons des publications avec des commentaires positifs, où une fois détectées des fausses informations, nous envoyons des messages pour attirer l'attention des lecteurs afin que cela ne puisse susciter un problème ou bien un conflit au Sahel et en particulier au Niger. Donc, je vais m'arrêter là. Comme ça, s'il y a des questions, après, je peux répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir tous les deux. Merci pour cette intervention. La connexion n'est pas très stable, je ne sais pourquoi. Alors, je crois qu'on peut donc passer à Denis Gandingina. Vous allez me dire comment prononcer votre nom exactement. Désolé. Voilà, merci. Bonjour à tous. Le nom, c'est Denis Gandingina, donc de Sao Tchèque, qui est une plateforme de vérification des faits en N'Djamena depuis déjà un certain temps. Et le but, vraiment, c'est, comme ça a été dit, c'est vraiment une plateforme de vérification des faits et c'est parti tout simplement du constat selon lequel je pense que c'est un constat aussi qui est plus ou moins
en tout cas universelle, on va dire ça comme ça, dans le monde et surtout dans l'écosystème sahélien où il y a un flux d'informations, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et dans ce flux d'informations, justement, vous avez une bonne partie qui est manipulée. Donc, en réponse à cela, nous proposons vraiment, en tant que plateforme de vérification de faits, de prendre le temps à chaque soupçon de fausse information, de travailler sur différents contenus qui ont peut-être des supports textuels, vidéo ou photos, travailler dessus avec des experts, bien sûr, et nos techniciens qui sont sur place pour pouvoir dire clairement, se prononcer clairement sur un certain nombre de choses concernant la véracité d'une information qui, généralement, également est hiérarchisée. Donc, toutes les informations sont catégorisées, si elles sont vraies, si elles sont fausses, si elles sont partiellement vraies, ou bien si elles sont partiellement fausses aussi, et également utilisées hors contexte. Donc, c'est un peu ça, la mission globale qui nous incombe dans la rédaction de SAOCheck. Les plateformes de vérification de faits existent un peu partout en Afrique et aussi dans l'esprit sahélien. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'organisations dans l'espace sahélien, à l'exemple du Mali, dans le cadre d'un projet qui a été soutenu également par la francophonie. Donc, nos problèmes, plus ou moins, ils sont vraiment les mêmes, puisque le Sahel rencontre, comme on le dit assez souvent, un problème un peu multipôle, un problème multipôle concernant la question de la sécurité, concernant la question des changements climatiques. Et aussi, quand on parle de sécurité aujourd'hui, on a aussi un peu recours à la question de la politique. Et cela nous a aussi amené d'une certaine manière à faire des études. Et dans nos différentes catégorisations des fausses nouvelles, nous nous sommes rendus compte que nous avons vraiment une augmentation des campagnes de désinformation depuis 2022, et 4 fois plus que ce qui a été trouvé à l'avant. Et ce qui est là aussi, c'est qu'une bonne partie de ces campagnes de désinformation, quelquefois, sont aussi soutenues par des États étrangers, comme ici on parle de la politique. Il y a aussi certaines questions géopolitiques, géostratégiques et autres. Et donc, par moment, certaines puissances peuvent également, d'une certaine manière, vouloir manipuler l'opinion publique à travers, bien sûr, les créations de certains comptes ou bien à travers même le sponsoring de certains médias et tout. Donc, c'est, comme je l'ai dit, un peu ces questions vraiment qui nous ont poussé à aller vers cela. Donc, nous ne produisons pas seulement des articles de fact-checking, nous faisons aussi dans la formation, parce que il ne suffit pas vraiment d'écrire en réponse des articles de fact-checking pour contrer une information qui a été donnée, mais le plus, je pense que la plus grande chose que nous devons faire et que nous faisons même d'ailleurs, c'est de miser vraiment sur la formation des gens, à leur capacité, surtout à chercher à avoir même l'esprit critique pour commencer, parce qu'il y a des types de désinformations qui sont très simples à reconnaître et où il nous faut juste un minimum d'esprit critique pour les déceler. Pas besoin d'avoir de grands outils techniques ni de quoi que ce soit pour pouvoir, en tout cas, produire un narratif qui soit contraire à cela. Donc, c'est pourquoi nous avons commencé même déjà avec la formation à travers, bien sûr, plusieurs projets, des formations qui s'articulent sur le fact-checking, sur la question de la désinformation, sur la question de la lutte contre les discours de haine aussi, parce que ce que nous avons constaté aussi, c'est que les discours de haine et la désinformation sont deux choses qui marchent souvent main dans la main. Et donc, plus ou moins, on ne peut pas parler de l'un sans de l'autre. Donc, dans le cadre également de la formation, nous misons aussi d'un autre côté sur l'éducation aux médias et l'information.
Je pense que c'est quelque chose qui est plus ou moins propre à toutes les plateformes de vérification de faits. Et aussi, il y a des organismes qui sont spécialisés dans ça. Je peux prendre par exemple Educ Media, qui est aussi présent au Tchad, au Cameroun, etc., qui font également ce travail. Donc, nous également en appui pour plus d'impact dans nos actions. Nous travaillons aussi à la formation des jeunes lycéens pour qu'ils aient du moins un certain nombre de capacités à avoir l'esprit critique, à même produire des contenus qui rétablissent également la vérité. Donc, plus ou moins, c'est un peu ça, un de nos plus grands objectifs. Nous sommes arrivés déjà à mettre en place des clubs émis dans certains lycées et nous comptons dans les années à venir nous étendre pour avoir un peu plus d'impact. Et à part donc la question de l'éducation aux médias et à l'information, nous avons aussi misé sur également des systèmes d'alerte, puisque à Saoudjak, nous sommes une équipe et l'équipe étant restreinte, pas trop un peu prolongée dans les différentes régions. Donc, nous misons un peu plus sur une équipe de fact-checkers qui a été conçue. On l'appelle la communauté des fact-checkers, la communauté des fact-checkers du Tchad, qui sont un peu plus dans différentes régions et qui, en cas de désinformation, constituent en quelque sorte un système d'alerte. Et après cela, après alerte, si jamais la rédaction estime vraiment que cela mérite d'être mis au clair, un de nos éditeurs prend la main, il peut écrire un article de fact-checking pour détruire un espace narratif qui a été propagé. Donc, voilà un peu en gros ce que nous faisons comme travail. Nous avons aujourd'hui une plateforme qui est en ligne, qui est accessible à travers Saoudcheck, juste saoudcheck.org. Et nous avons également, il faut le dire, un objectif global que nous nous sommes fixés à la fin de cette année, c'est vraiment de produire un rapport global sur la désinformation au Tchad, qui sera une sorte de document de référence pour toutes les organisations. Et ces données seront bien sûr des données ouvertes et pour toutes les organisations peuvent utiliser ces données pour également contextualiser leurs projets, etc. Donc, c'est le projet sur lequel nous sommes. Et je pense que comme les autres plateformes, nous allions juste dans le rétablissement de la vérité après, bien sûr, le constat des fake news qui circulent et surtout à une vitesse assez fulgurante aujourd'hui. Merci, très intéressant. Je suis très impressionnée par la jeunesse africaine tout le temps. Vous savez, quand on vieillit un tout petit peu, on se souvient de ce que les parents disent, c'est vrai. Vous êtes beaucoup plus avancés que nous l'étions en notre temps. Alors, je voudrais passer la parole à Florence Dazna du Lac Network au Niger et au Cameroun. J'espère qu'elle est là. Parce que au cas où sa connexion refuse, elle m'a partagé ses points à partager puisque sa connexion est instable. Ok, donc je vous passe donc la parole, Monsieur Salissou, c'est ça? D'accord, merci beaucoup Linda. Donc les points que Florence voulait partager, c'est surtout déjà un peu l'historique même de la création des LAC-LAC, qui est d'où l'intérêt même de la création des LAC-LAC, c'était vraiment suite à l'usage de la technologie, suite à un projet. Les jeunes dirigent les efforts de stabilisation dans les bassins du lac Tchad, que les jeunes là ont voulu se mettre ensemble pour créer une plateforme, une dynamique à l'échelle du bassin du lac Tchad afin de continuer à mener des impacts de consolidation de la paix, mais cette fois-ci menés localement. Donc là aussi, on peut parler de la magie de la technologie, que la jeunesse africaine comprenne vraiment que la technologie, c'est vraiment un couteau à double tranchant
mais il suffit que la personne décide de faire soit du mal avec ou bien du bien. Là, je vous rappelle que après la création de l'ACLAC en septembre 2022 à Abuja, c'était vraiment entre le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Et en 2024, nous avons décidé d'intégrer la République du Tchad. Donc, tout ça, on faisait nos réunions, nos rassemblements, nos webinaires, des partages d'expériences, y compris des séances d'information et de renforcement des capacités en ligne. Donc, ça, c'est vraiment la magie de la technologie. Et nous avons compris que c'est des activités aussi qui peuvent être réalisées à budget zéro. Alors que si on croise seulement les mains pour acheter des forfaits Internet et venir sur les réseaux sociaux, insulter nos gouvernements et avec des critiques négatives, ça ne peut vraiment pas aller. Donc, c'est pourquoi la jeunesse africaine doit vraiment comprendre, surtout en Afrique de l'Ouest et au Sahel, on doit vraiment comprendre que nous avons aussi notre rôle à jouer. On ne peut pas juste rester à la maison et être des participants heureux, venir participer à des événements et puis disparaître. On doit être vraiment partie intégrante de ces activités-là, et notamment en parlant de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, qui est aujourd'hui beaucoup en arrière par rapport à l'agenda femmes, paix et sécurité. Ça, je l'ai dit partout où je passe, que les femmes sont plus fortes que les jeunes, puisqu'elles ont aujourd'hui plus de 100 plans d'action nationaux dans le monde entier, alors que la jeunesse en a juste 8 après 10 ans d'existence, mais les femmes ont plus de 100 après 25 ans d'existence. Donc, la jeunesse, on doit comprendre que chacun peut aujourd'hui être spécialiste, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. On peut juste écrire quelque chose, demander un sujet et puis revenir sur les réseaux sociaux pour jouer les savants, pour jouer l'expert et critiquer les autres, alors que nous pouvons tout de même utiliser ces mêmes canaux-là pour apprendre. Aujourd'hui, je peux être au Niger et puis m'inscrire dans une école qui est aux États-Unis, qui est en Europe, qui est en Asie, pour devenir docteur sans vraiment me déplacer. Non seulement je gagne en temps, mais je gagne aussi de façon économique. Donc, c'est vraiment ces messages-là de Florence que je tiens à partager avec vous. Merci beaucoup, Linda, une fois de plus pour cette opportunité. Over to you. Merci beaucoup. Mais moi, je ne suis pas Linda. Linda, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Je suis Marie-Claude, mais Linda est la raison pour laquelle je suis là. Alors, j'apprécie beaucoup d'entendre son nom tout le temps. Je voudrais passer la parole au représentant de Think Peace Bamako, Dianguina Soumaré. J'espère que je prononce les noms de tout le monde à peu près exactement. À peu près. Alors. Merci beaucoup, docteur. Le nom est bien prononcé, c'est Dianguina Soumaré, comme vous l'avez dit en fait. J'espère que vous voyez la présentation. Oui, je vois la présentation. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dianguina Soumaré, le responsable programme de l'ONG Think Peace. Think Peace est une organisation non gouvernementale de droit malien qui travaille sur les questions de paix et sécurité. Nous travaillons sur les thématiques en lien à la réduction des conflits inter- et intracommunautaires. Nous travaillons sur la confiance entre les autorités et également les populations, et aussi prévenir la radicalisation, l'extrémisme violent en milieu carcéral et hors carcéral. Nous travaillons également pour lutter contre la désinformation et la promotion des droits de l'enfant. Donc, dans le cadre de nos activités, nous menons une panoplie d'activités et de projets avec des partenaires. Pour ce qui concerne la question de la désinformation, nous avons travaillé sur le projet Tieni Maya 1 et 2, qui était financé à l'époque par l'USAID.
mais aussi nous avons travaillé sur les campagnes de lutte contre la désinformation avec le Fonds d'appui aux moteurs du changement qu'on appelle le FOMOC, et le projet FOCABIN avec Search for Common Ground et le projet Marani Kunafoni, éducation aux médias et engagement citoyen. Donc, ces deux activités sont beaucoup plus avec Search for Common Ground. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, nous avons eu à travailler sur le projet Tiani Maya qui avait pour objectif de renforcer à travers les radios communautaires et les réseaux sociaux dans la réponse citoyenne et communautaire face à la désinformation au niveau du Mali. Et pour ce faire, nous avons eu à faire des campagnes radiophoniques, notamment 124 campagnes radiophoniques, 372 tables rondes en langue locale, Bambara, Soraï et puis Tamashek, 372 annonces pour sensibiliser les auditeurs sur le numéro vert qui permettait de faire de la dénonciation. En tout, la portée des émissions radiophoniques nous a permis d'atteindre 1 400 000 personnes touchées dans le cadre du projet. Et on avait, à travers Viamo, qui était un centre d'appel qui faisait un sondage pour voir un peu le niveau de satisfaction des hommes, mais également des femmes, par rapport aux activités que nous mettons en place. Donc, vous constaterez que nous avons eu à peu près 79,8% d'hommes contre 20,2% de femmes. Et en termes de satisfaction des auditeurs, on était à 71,7%. Aussi, à travers le projet Tieni Maya 2, notamment en termes de campagne digitale qui a été faite entre février et mars 2023, nous avons eu, à travers les contenus TikTok, à toucher 5 millions de personnes. Et au niveau de Facebook, on était à 1 600 309, et WhatsApp 48 000 et Snapchat à 94 000. Et la portée de ces médias nous ont permis de toucher 1 247 758. Et toutes ces activités étaient en lien avec la lutte contre la désinformation. À l'époque, les choses n'étaient pas aussi aisées en tant que telles, donc ce qui fait qu'il fallait rapidement penser à mettre en place des campagnes digitales afin de pouvoir sensibiliser les communautés pour lutter efficacement contre la désinformation. Et aussi la campagne de lutte contre la mauvaise information sur l'extrémisme violent, parce qu'il faut aussi le savoir, nous travaillons particulièrement sur les questions de prévention et de radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Donc, l'objectif de l'activité, c'était beaucoup plus pouvoir renforcer la résilience des communautés face à l'extrémisme violent, mais aussi le terrorisme. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à faire des rencontres communautaires avec les jeunes et également les femmes pour parler de la question de la désinformation, mais également des techniques utilisées par les groupes armés terroristes en termes de narratif pour en fait enrôler les jeunes au niveau des groupes armés. Nous avons également eu à faire des campagnes digitales et la formation également des e-influenceurs. Pour ce qui concerne le projet FOCABIN, l'objectif, c'était beaucoup plus de la formation et le coaching d'une centaine d'influenceurs communautaires et web activistes sur la désinformation, mais également faire des forums virtuels avec les influenceurs et web activistes. Nous avons également eu à faire des rencontres de plaidoyer avec les autorités sur la désinformation et la production de podcasts. Élaboration également d'un guide de bonnes pratiques sur l'utilisation des réseaux sociaux, la production d'émissions web TV, la production de capsules vidéo avec les influenceurs TikTok et société civile, et la production de sketchs sur la désinformation avec les comédiens de renom, dont nous avons tout fait pour qu'on puisse le recevoir au niveau de la chaîne nationale pour plus de visibilité de nos activités. Ensuite, en termes de résultats par rapport à ces activités, en termes de podcast, nous avons pu faire 136 524 en termes de personnes touchées. Et pour les capsules vidéo, on était à 1 275 262. Et les émissions Web TV également, c'était dans les 534 000. Et la vulgarisation des bonnes pratiques sur l'utilisation des réseaux sociaux à travers 132 191 personnes. Nous avons également au niveau de ThinkPeace une Web TV qui nous permet de mieux relayer nos informations, mais c'est aussi une plateforme qui nous permet de pouvoir associer d'autres organisations qui travaillent sur les questions de paix et sécurité, mais également en lien avec la désinformation. Nous offrons le plateau afin de pouvoir amplifier la voix des jeunes dans la lutte contre la désinformation, mais également les préventions de l'extrémisme violent, de la radicalisation. Donc voici en quelque sorte le travail que ThinkPeace fait d'arrache-pied au quotidien
afin de pouvoir apporter sa modeste contribution dans la prévention de l'extrémisme violent, mais également des questions liées à la désinformation au niveau national. Et je signale que nous avons un bureau au niveau du Burkina, mais également au niveau du Niger, qui nous facilite un peu le travail au niveau de ces pays également. Je vous remercie. Merci beaucoup. Impressionnant travail, pièce de recherche. Alors, je me demande si Madame, il faudrait que je... Madame Fatoumata Kono. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. I hope everybody else understands English. So welcome. Nice to meet you. I'm glad you jumped from this, from that panel to this panel. So we welcome you warmly. Je suis en train de juste l'accueillir dans ce panel. Je crois qu'elle était supposée être dans un autre espace, mais elle a décidé de venir nous rejoindre. Alors, ça nous fait un grand plaisir de l'accueillir. So, Ms. Kono Mohammed, I will leave the floor to you. Thank you for having me. Greetings, everybody. Good afternoon. I am Fatuma Kono Mohammed. I am the Regional Youth Peace and Security Specialist for UNFPA. I was asked to speak here as part of networking of the multi-stakeholder collaborations. And UNFPA, as you know, we are one of the co-implementers of the Resolution 2250 on youth peace and security. So I just want to speak about a few things that we are doing and see how we can network as part of this, the theme of this session. So at UNFPA, I work at the regional office, as I said, in Western Central Africa. But also globally, as UNFPA, we are conveners of the Youth Peace and Security Agenda. As you may know, we convene the Youth Peace and Security Global Coalition on Youth Peace and Security with other agencies such for Common Ground and UNOI, which ensures that youth peace and security is coordinated at the global level. But also at the regional level, we have different coordination mechanisms, the UN Regional Coordination Mechanism for YPS, which UNFPA co-lead. At the country level, we strive to do the same. So this year is special, I think, and this symposium is timely in the sense that it is the 10th anniversary of the YPS agenda. And we are at UNFPA intensifying advocacy efforts in this for the past decade. And we work in different fronts at policy level, at capacity, building capacities, at programming levels, and of course, as I mentioned earlier, the coordination. Recently, we did something called the 2025 Peace Building Fund Thematic Review, where we analyzed 311 million in peace building investment across the globe, but mostly a lot of investment went to Western Central Africa. We are also proud that we led the first progress study, The Missing Piece, which has debunked a lot of stereotype against young people. And we are currently going to be doing a consultation process for the second progress study that was mandated by the Pact of the Future. So we will be ensuring that the views, voices, and experiences of young people from every region is directly informed in this critical study. We will also have this year CSO UN Dialogue, which will be happening in Geneva, ensuring that young peace builders have prominent seat at the table where
global policy is being debated and decided. If I go specifically to Western Central Africa, there are several things that we are currently pursuing. One of them is building national coalitions. So, for example, Benin, Guinea, and Liberia, we have supported in building a strong national coalitions on youth peace and security, with, of course, strong leadership from youth-led organizations. In the Gambia, we helped establish the Peace Hub. That is a very vibrant youth structure that is spearheading peace-building initiative, or YPS specifically. We continue to do a lot of knowledge sharing platform on webinars so that countries can exchange experiences. And most importantly, this year we're going to amplify the incredible impact young people are doing for the last 10 years. So today, probably you will see a call for submission of some of your impacts as young people. Let me now move on to our role in terms of policies. UNFPA is currently spearheading in many countries in Western Central Africa, supporting National Action Plan on Youth Peace and Security. For some of you in Cameroon, you remember I was there in October 2023 with 11 countries doing training of trainers for the development of national action plans. This has created a momentum, this training that was done in Cameroon. And I want to also acknowledge, the leadership of the Ministry of Youth and their commitment to having Cameroon plan. So in driving this policy change, UNFPA is actually providing direct technical and financial support for NAP development across the region. And some of the progress that we've seen after Nigeria did in 2021 is that Gambia successfully launched its NAP in February. Benin, Cameroon, and Liberia are in their final stages. And we also have Burkina Faso, Chad, Central African Republic, Guinea, Ghana, Niger, and Senegal have all initiated their NAP process. We know that doing just a policy document will not make a change, but for me, this is a step in the right direction. If we don't have a framework, we don't have an accountability to ask for more investment in YPS, but also to ensure that we monitor the implementation. For us, what is even more unique is that we are making sure that these NAPs are very inclusive in the sense that young people, also policymakers, are fully involved. Let me just also highlight a few examples in terms of capacity building. I mentioned the training of trainers in Cameroon, but we are doing a number of other capacity building in different countries. I don't want to go into details, but also building sustainable youth structures. I will give an example of Guinea, where we supported in the development the first ever National Youth Council with high level government support, which has led to a very good impact. They have done a lot of mediations, and it became a proof of concept for investing in youth structures. In terms of programming, UNFPA is working and actively providing YPS implementation in 15 countries out of the 23 countries we cover in Western Central Africa. Let me just give you an example in Cameroon. Cameroon is supporting government initiative to strengthen the contribution of young people in conflict prevention, consolidation and stabilization process in the far north areas, 2 projects actually, called Youth and Stabilization for Peace and Security in the far north region, and the stabilization and recovery of communities affected by the security crisis in the far north, supported by European Union, the other supported by Peace Building Fund. Together with other agencies, we are also supporting in Cameroon an implementation of
national civic education program to strengthen peace, peaceful cohabitation, and living together. This has resulted in a number of results, like over 27,000 young people capacities have been strengthened in Cameroon. There was reintegration of 522 ex-associate hostages. 52% are girls and women. These we facilitated in their communities and provided them with opportunities so that they can be accepted and respected in their communities and reintegrated. UNFPA has also provided in Cameroon the development of national strategy for the prevention of radicalization and violence. And of course, as you know, since last year, UNFPA is supporting the National Action Plan on Youth, Peace and Security. Some of us are supporting. Linda is texting me. I don't speak French, so I hope that you guys are getting me in English. Sorry. So let me continue. So in conclusion, I was just trying to mention a few areas where UNFPA is supporting. For example, in Chad, UNFPA supported projects that brought youth and elders together to create intergenerational charter. There's a lot of social economic empowerment projects that's going on, especially in the Gambia. So all I want to say is that the momentum is strong. The momentum from YPS agenda in the Sahel is undeniable. Youth are not just demanding a seat at the table, they're building the table themselves. And for us at UNFPA, we continue to be a committed partner in providing technical expertise and strategic partnership. And here, since it was a networking event, you can always count on UNFPA so that we are able to make sure that we deliver for the people. And I just want to thank the organizers of this symposium, that this has been really timely. I hope that this symposium will be a catalyst for deeper, more concrete partnership. Let's work together. Let's provide resources, platform to young peace builders to ensure that we are able to sustain and have a peaceful future. Thank you. Over. Well, thank you so much, Ms. Mohammed. I think that most of us, I will hope, understood what you said. I think at the beginning of your presentation, what I appreciated the most is that you said you would, proceed to give an overview of the work that you've been involved in, but also that you're interested in involving participants, of this symposium into the work. So I did translate for the assembled guests those points because I thought that they were relevant. And of course, we're always trying to get African youth as involved as possible in initiatives not only that are local, national, continent-wise, but also global. And you being affiliated with this big UN organization is important for them to know, I think. Alors, je lui disais juste, je la remerciais pour son intervention et je lui ai dit que les deux points qu'elle a soulevés au tout début de sa présentation, notamment son travail, mais aussi le fait qu'elle soit intéressée à network avec les participants à ce symposium. Moi, je pensais que c'était des points très, très importants et je lui ai dit que j'ai traduit n'est-ce pas, pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement l'anglais. So I want to thank, all of you for your respective presentations. Je veux vous remercier pour vos présentations. Listening to all of these
presentations, you know, 3 questions come to mind. Alors, quand je dis que quand j'ai écouté, n'est-ce pas, toutes vos présentations, toutes vos interventions respectives, j'ai 3 questions, n'est-ce pas, qui me viennent à l'esprit. La première, et je me pose toujours cette question, c'est qu'est-ce qui rend les jeunes en Afrique particulièrement vulnérables à croire et puis à partager des fausses informations? So the first question that I have, and anybody can answer, is what makes, you know, African youth particularly vulnerable to believing, but also to sharing false information. I think that's a problematic for me. So I'm pretty sure you guys have very important and significant answers to that question. So anybody? Can I come in? Okay. Yes, please. Yeah, so I think you actually asked a very relevant question. It's called self-victimization. You know, for many years we have always, you know, said, "Oh, young people are troublemakers," and that made young people feel like they are indeed troublemakers. So it's like it's what we call like victimizing yourself in the process. But I think most of these things has also been debunked. I think the first independent study on the missing piece debunked all of these kind of things of victimizing young people, because what we know is that not all young people are involved in any of the things that is being said, either in violence or radicalization or terrorism activities. We have few, a greater number of young people are peace builders, minding their business, doing productive things within societies. So, but I also know that there's been militarization and victimization of young people by the different states. And I used to work in Somalia before, and I remember when young people used to tell me, Fatuma, we feel like we're just we're just targeted just because we are young people. So every time there's something that's happening somewhere, all the young people are rounded up, arbitrarily detained, and you know, so it's like being young is being associated with doing bad things. So I think it's on many levels, but it starts with, you know, people keep on saying something. If your parents keep on telling you you're dumb, chances are that you will start becoming one. So I think that's what I will say. Thank you. Alors, qui va répondre à ma question en français? Moi, merci beaucoup, docteur, pour la question concernant pourquoi les jeunes sont beaucoup plus exposés à véhiculer des messages sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la monétisation des réseaux sociaux, qui fait qu'aujourd'hui, les contenus, en réalité, en fait, attirent beaucoup plus, parce qu'en partageant les informations ou encore en partageant à outrance, ça permet en fait, d'engager ce qu'on appelle d'autres communautés qui like ou encore qui repartagent encore. Ce qui fait que ça permet à la personne de monétiser son compte. Donc, ça joue un peu la question de la vulgarisation à outrance sans contrôle. Ça, c'est dans un premier temps. Le deuxième point, c'est surtout, si je peux le dire ainsi, l'analphabétisme numérique et également la faible éducation aux médias. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en main des outils qu'on ne maîtrise pas trop. Les jeunes ne le maîtrisent pas trop. Si on avait une éducation aux médias à bas âge et qu'on maîtrisait un peu les enjeux liés à toute cette communication, je pense que les jeunes feront extrêmement attention à véhiculer les messages sans pour autant prendre en compte certains aspects. Mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone en main. Il suffit simplement d'avoir de la connexion et voir les vidéos, qui sont des vidéos des fois très attractives en réalité. Et les jeunes se donnent à plaisir en fait à les partager, sans pour autant savoir quel est le message qui se trouve derrière, quelles sont des fois les politiques qui sont derrière tout ça.
ce qui fait que ça rend extrêmement complexe la question. Je pense que nous avons les autres panélistes qui sont là, qui sont les fact-checkers, qui travaillent à déconstruire ce narratif-là. Je pense que c'est des points qu'il faut approfondir. C'est ce que j'ai comme début de réponse pour le moment. L'autre question que j'ai, qui est pour moi, qui fait partie de mon travail intégral, c'est comment est-ce que la diffusion, n'est-ce pas, des fausses informations parmi les jeunes peuvent compromettre les efforts des uns et des autres qui portent à consolider la paix, à promouvoir, n'est-ce pas, nos droits, les droits des hommes. So, Ms. Mohammed, what I was saying is how can the spread, and this is part of the work that I do, you know, of this, of fake news, formation, false narratives, however it is you want to call it, among young people undermine efforts to build peace and promote human rights. I think it's also at the core of your work. So, yeah. Je crois que beaucoup plus ici, la bataille, ça se fait dans l'imaginaire. C'est beaucoup plus des batailles, beaucoup plus idéologiques, s'il faut parler aujourd'hui des fausses nouvelles. Parce que certaines personnes, pour leur permettre d'avoir un certain pouvoir sur vous, sont obligés de vous imposer une certaine idéologie. Et cette imposition d'idéologie passe également par les fake news. Maintenant, revenons à la question de la diffusion des fausses informations. Je pense qu'il y a des sociologues ici, peut-être, il y a des psychologues aussi. Nous avons une prédisposition dans notre cerveau qui est orienté vers les contenus beaucoup plus sensationnalistes. Et ça, tout le monde le sait. Ce sont des contenus qui vraiment créent de la sensation, des contenus émotifs qui sont beaucoup plus enclins à être mis en avant. Et on se plaint assez souvent qu'il y a des gens qui font des efforts pour diffuser des bons messages, mais ça passe assez inaperçu. Alors que d'un autre côté, quand il y a un discours de haine, quand il y a une fausse nouvelle quelque part, ça fait le buzz. C'est juste par ce fait, en fait. Et les algorithmes également des réseaux sociaux fonctionnent en fonction de ces biais-là qui existent et qui permettent vraiment de mettre en avant des contenus qui sont des contenus sur lesquels on réagit le plus. Du coup, ces personnes qui font de la désinformation, ces personnes qui font des discours de haine, d'une certaine manière aussi sont encouragés par ces plateformes sociales-là à produire des contenus qui partent dans le mauvais sens parce que, comme je l'ai dit, de manière même psychologique, l'homme n'intervient, sinon l'homme ne réagit que sur des contenus émotifs. Et généralement, les contenus émotifs, c'est soit la joie, soit la colère, mais ce qui marche encore le plus, c'est la colère. Donc, ces personnes vraiment exploitent ce côté-là, exploitent ce côté faible de l'homme pour pouvoir créer des contenus et finalement, ça empeste en quelque sorte carrément l'espace informationnel, même de manière générale, ça empeste carrément toute la toile. Donc, je pense que dans la plupart des cas, les gens ne créent des contenus que pour avoir des interactions. Je pense que quelqu'un l'a déjà dit. La question de la monétisation de la page aussi, c'est d'une certaine manière, ça encourage aussi les discours de haine et les fake news parce que si tu fais bien les choses, personne ne réagit, mais si tu fais mal, tout le monde réagit. Donc, voilà un peu également ce qui met en avant ces discours de haine et ces fausses informations, à mon sens. Cette réponse, n'est-ce pas, suscite une autre question dans mon esprit. En fait, elle a été répondue, n'est-ce pas? C'est la question de comment est-ce que la désinformation influence le comportement des jeunes. And
et puis plus appropriément, c'est peut-être en matière d'engagement civique, de participation sociopolitique, je crois. So what I was saying is, all these answers that you guys gave leads me to another question, but I think the question has been answered. It's how does misinformation influence the behavior of young people, especially their civic engagement, their socio-political participation. I think it's important for youth on the continent to be socially and politically engaged, and not having true and accurate information may just affect the way that they go about being active citizens and good citizens, quote unquote. So this is the other question that came to my mind. I think those are all my questions, so I think we should just discuss, all of us. I don't know if there's a way to raise hands on this platform the way that we could do on Zoom. Those who have oh, I see a question. Quelles seraient les compétences quelles seraient, s'il vous plaît, les compétences que les jeunes ont besoin d'acquérir pour devenir des fact-checkers efficaces et des acteurs de la résilience informationnelle? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Alors, à nos panélistes. Voilà, je pense que pour un peu répondre à la question, dans une équipe de fact-checking, il y a toujours une certaine pluridisciplinarité, si on peut le dire comme ça. C'est un monde un peu pluridisciplinaire où vous pouvez avoir des ingénieurs en informatique qui peuvent aider vraiment à avoir des données beaucoup plus poussées. On peut avoir, par exemple, des journalistes qui sont orientés journalisme de données, par exemple. Et pour faire du fact-checking, plus ou moins, vous avez besoin d'outils techniques un peu plus poussés, des outils OSINT, des outils d'Open Source Intelligence, comme on les appelle, qui permettent vraiment quelquefois de mettre des données qui soient sous format textuel, image ou bien vidéo, etc., et qui peuvent nous aider vraiment à les analyser et à nous donner une piste de réflexion. Au-delà de ça, pour en tout cas déceler une fausse information, ce n'est pas forcément les compétences techniques, mais c'est juste, comme ça a été dit, la question de l'esprit critique qui doit vraiment être mise en avant. Donc, c'est vraiment la première approche. On a parlé 2 ou 3 fois ici de l'éducation aux médias et à l'information. C'est ça vraiment la chose sur laquelle il faudrait miser. D'abord, premièrement, faire appel à son esprit critique. Il y a des informations où on n'a pas besoin vraiment de beaucoup de recherches techniques. Il y a des outils également techniques qui sont très, très simples. À l'exemple de Google Lens, la recherche inversée d'images sur les réseaux sociaux, sur, bien sûr, les différents moteurs de recherche, tels que le moteur de recherche Google, le moteur de recherche Yandex, etc. Vous uploadez une image sur Google Lens, par exemple, et vous pouvez retrouver la source de cette image-là. Ça peut servir, par exemple, à contrer les types de désinformation qui utilisent quelquefois des images qui sont utilisées hors contexte. Quelque chose qui s'est passé peut-être en 2005, je le prends pour étayer un fait qui, selon moi, s'est déroulé ici en 2025. Donc, il y a des petits outils comme ça quand même qui permettent vraiment de vérifier la source première de tous les supports qui sont utilisés dans ces différentes informations pour
après vérification, décider si c'est une vraie ou une fausse information. Sinon, normalement, une équipe de fact-checking est toujours pluridisciplinaire. Vous avez, par exemple, des journalistes de données, vous avez des IT qui, pour des questions beaucoup plus techniques, peuvent vraiment intervenir. Merci. Il y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai jamais pensé, donc je suis en train d'essayer de prendre des petites notes pour moi et puis pour mes étudiants aussi. Alors, je ne sais pas qui c'est qui se propose de contribuer à notre discussion. Moi, je voulais revenir par rapport à, en fait, je crois, la deuxième question. En fait, quand je vous ai écouté, en fait, ça nous pousse à nous poser la question, l'utilité même, pourquoi en fait l'information est cruciale en réalité? Parce qu'aujourd'hui, l'information est un outil de contrôle, mais aussi un outil de pouvoir. Donc, ce qui fait que c'est très complexe la problématique en lien avec la question de l'information. Au-delà de ce que a dit l'autre panéliste sur la question de la monétisation, mais aussi du fait que sur le plan sociologique, on a tendance à plus s'intéresser à tout ce qui est question émotionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir voir l'aspect également en termes de paix, c'est-à-dire un outil de paix pour parler un peu de la place qu'occupent surtout les hommes de médias dans ce volet-là. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de médias, en fait, s'ils véhiculent la bonne information, les populations sont moins enclins, notamment à être vulnérables à la question de conflits au niveau communautaire, mais également de tensions communautaires. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on est en face des sujets de désinformation, il est utile de plus mettre en avant les hommes de médias. Parce que c'est eux qui véhiculent l'information, c'est eux qui traitent l'information et c'est eux qui touchent beaucoup plus au niveau communautaire. Par exemple, si nous prenons les radios communautaires, ils sont plus écoutés au niveau communautaire qu'au niveau national. Donc, il est important aujourd'hui de mettre un accent particulier par rapport à la contribution des hommes de médias dans ce processus-là, qui permettra en fait d'être une solution et aussi mettre l'accent sur l'éducation aux médias. Comme je l'ai dit, l'éducation aux médias, c'est aujourd'hui, on s'est retrouvé à un moment de la vie où nous avons des outils en main qu'on ne maîtrise pas. Donc, il est important dès à bas âge qu'on puisse quand même inculquer ces petites notions aux enfants. Ils grandissent avec et maintenant, les contextes feront qu'ils arriveront à faire la distinction entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est des informations et ce qui ne l'est pas. Je comprends que, comment on appelle ça, media literacy. En anglais, c'est media literacy, mais je crois qu'en français, c'est peut-être le rôle de l'éducation aux médias. Je crois que c'est ce que vous voulez dire. Je crois peut-être que l'éducation aux médias, n'est-ce pas, peut donner aux jeunes, pas peut-être, vraiment, des compétences qui sont nécessaires pour identifier la désinformation et puis pour pouvoir déceler des informations exactes pour leur bénéfice à eux et le bénéfice de la société. So what I was saying is that, you know, I think that what I understood here is that media literacy can give young people, it can equip young people with, you know, skills to be able to identify misinformation and to be able to recognize accurate information for their own benefit, but also for the benefit of society at large. It's important that the role of young people in the development, you know, of society be taken into consideration. Je crois que le rôle que les jeunes peuvent jouer dans le développement socio-économique et politique de l'Afrique
est important à considérer. Alors, je vois qu'on a une autre question qui demande what policies can be implemented to support youth freedom of expression while collectively combating disinformation. Alors, I think, Ms. Mohammed, maybe I'll go with you first. Do you see the questions in the comment? We can't hear you. Yeah, sorry. Yeah, I can see the question in the chat. What public policies can be implemented to support youth freedom of expression while effectively combating disinformation? First of all, I think many of the governments in our region do not have, a public accountability mechanisms, in the sense that, access to information acts where everyone has the right to access information, or maybe a trusted portals and all those things that needed to be put in place for young people to be able to trust, but also have like an act that protects young people freedom of expression. Sometimes in the premise of freedom of, in the premise of combating disinformation, young people are actually really harassed, when even sometimes it's not even disinformation that they are spreading or anything. So I think there is need for some specific policies, access to information act that protects the freedom of expression of young people, for example, that needs to be implemented. There should be a way that this information is accessible to people and look at different vulnerabilities of people. But also, I think sometimes the disinformation is not coming from the young people only. I think it's a responsibility for the greater society, whether it is the journalist or government or other people of influence. I think ensuring that we have the right information. I agree. So I'm going to just reveal something about myself. I don't know how to use social media, TikTok and I don't know, Instagram and whatever these things are. I just get confused and overwhelmed. It just seems a lot to me. I understand that there are platforms that I don't know what they're called, but you can put text or picture and then it disappears. Poof, once somebody has looked at it or something. I just, I have a hard time wrapping my mind around all of these different platforms. I think, I was left behind at Facebook. Alors, ce que je dis pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est je ne maîtrise pas comment on dit, les social media. Vraiment, je ne maîtrise pas. Moi, je crois que j'ai perdu, n'est-ce pas, la maîtrise de l'Internet et de tout ça à peu près à Facebook. Je ne comprends rien du tout. C'est difficile pour moi d'utiliser ce genre de plateforme parce que je ne comprends pas exactement ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Je comprends la valeur pour la transmission de l'information en tant que sociologue, mais j'ai de la peine à utiliser. Alors, pour moi, il y a une partie de responsabilité que les gens qui maîtrisent ces plateformes doivent avoir. Alors, si je peux poser une question, c'est quelle est la responsabilité des plateformes de réseaux sociaux? Quelle est la responsabilité des éducateurs? Quelle est la responsabilité des parents? Quelle est la responsabilité,
des organisations qui travaillent au niveau des communautés dans la lutte contre la désinformation. So what I was asking, and it's kind of based on your response was, what is the responsibility of social media platform? What responsibilities do they have? What responsibilities do educators, do parents, do community-based organizations have in addressing misinformation among youth? Because I think that different stakeholders have a responsibility in creating a safer environment for young people. And it dovetails really nicely with this question in the chat about the different local languages that we speak, in Africa. In Cameroon, there are more than 230 dialects. I don't understand why we have so many different dialects. And, language, culture, people who speak different languages, people, they see the world differently. So what is relevant for one group may not be relevant for another group. Alors, je disais que sa réponse, n'est-ce pas, a suscité en moi cette question de la responsabilité des uns et des autres. Et elle est alignée avec la question que Sucré a mis dans les commentaires. Le rôle des langues locales qui ne rendent pas la tâche difficile contre la désinformation. Vous savez que les gens qui parlent des langues différentes ont une différente perception du monde. N'est-ce pas? On interprète la culture différemment. Alors, ça ne rend pas la tâche facile. Alors, moi, je me demande, n'est-ce pas, quelle est la responsabilité des uns et des autres? Merci. Moi, je vais essayer de contribuer. Déjà, merci, docteur, pour en fait la question. Je pense que ça résume tout ce que nous avons eu à dire ce matin, pour ne pas dire tout le panel se retrouve dans votre question. Et en fait, c'est une question complexe qui n'aura une réponse que par la conjugaison des efforts des uns et des autres. Lorsque vous parlez de responsabilité des plateformes, je pense que nous sommes tous unanimes ici pour dire que les plateformes ont une très grande responsabilité dans le cadre de ce qui se véhicule sur notamment les réseaux sociaux. Nous savons qu'ils ont que ces plateformes-là ont des politiques, mais est-ce que les politiques là prennent en compte les spécificités de chaque pays? Ça, c'est des questions également qui restent posées. Ce qui est peut-être peut être admis aux États-Unis peut être très mal perçu au Mali ou encore dans d'autres pays. Donc ça, en termes de responsabilité, je pense que les plateformes, c'est vraiment de s'imprégner des cultures des différentes nations, pour ne pas dire des différents pays, mais aussi aux États d'être forts pour faire face à ces plateformes-là. Parce que les États ont aussi un rôle à jouer dans ce qui se véhicule en termes d'information au niveau des pays, sans pour autant restreindre les libertés. C'est aussi un point essentiel. Lorsque vous évoquez le rôle des parents ou des éducateurs, moi je me dis encore faudrait-il que les parents eux-mêmes arrivent à maîtriser l'outil, parce que c'est ça aussi la question qui se pose aujourd'hui. Nous qui sommes jeunes, des fois, on a à certains âges des difficultés à maîtriser la plateforme, et nos parents, je pense que beaucoup n'en ont pas vécu comme nous le vivons aujourd'hui. Donc ça reste vraiment des questions. Et s'agissant des ONG ou encore des éducateurs, étant du moins des ONG, je sais que aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent dans les questions de lutte contre la désinformation. Et nous sommes très ravis d'avoir le fact-checker parce que nous, au niveau du Mali, nous travaillons avec Berbéré qui participe beaucoup à des activités de formation, des fact-checkers et autres domaines. Je pense que c'est n'est que sur la conjugaison des efforts. Et je vais terminer par la question de la langue. Ça reste une question extrêmement compliquée parce que, comme vous l'avez dit, il y a la perception de la culture des uns et des autres compte tenu de la langue qui est utilisée pour véhiculer une information. Et nous, l'astuce qu'on a, c'est que nous essayons de nous adapter par zone.
si nous intervenons dans une localité qui est beaucoup plus bambara ou encore qui est beaucoup plus soniquée, nous faisons en sorte d'amener l'information dans la langue locale du terroir. Et c'est la seule façon pour nous de pouvoir trouver des astuces pour répondre au mieux à cette question de lutte contre la désinformation. Je vous remercie. Voilà, merci. Je voudrais aussi intervenir. Oui. Oui, je disais que je voudrais aussi intervenir à la suite de mon cher autre panéliste. Surtout concernant les langues locales, je pense que comme solution chez nous à Saotiek, ce qu'on a trouvé, c'est que on travaille beaucoup plus avec les radios communautaires qui, à chaque fois, traduisent en langue locale des différentes régions là tous les articles qui sont assez intéressants et où les cibles se trouvent, par exemple, dans les régions un peu plus reculées. Donc, ça se fait en forme de podcast que nous diffusons pour vulgariser même certains petits concepts sur la désinformation et vraiment éveiller leur esprit critique. Donc, je pense que c'est la stratégie qu'on a eu à trouver. Et c'est aussi partie d'un fait, c'est que c'est assez difficile de travailler dans ces conditions-là. Maintenant, revenons sur la question qui a été posée ici. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur la responsabilité des plateformes sociales. Je pense que, comme ça a été dit, il y a une responsabilité qui est là, et parce que déjà, les différentes plateformes ont leurs différentes politiques. Mais au-delà de ces politiques, comme l'a dit l'autre panéliste, est-ce que ces politiques sont vraiment adaptées à ces différents pays-là? Vous prenez par exemple la plateforme Facebook qui, dans l'optique d'interdire les hate speech, les discours de haine sur la plateforme, censure l'utilisation de certains mots. Et ces mots, généralement, sont utilisés dans des langues beaucoup plus ou moins connues et de manière internationale. Mais si jamais quelqu'un l'utilise dans sa propre langue qui est très, très méconnue et passe un message de discours, un discours de haine à travers cette plateforme, est-ce que ça n'aura pas d'effet? Donc, voilà un peu le grand problème là. Je pense que la plus grande responsabilité aujourd'hui incombe beaucoup plus également les réseaux sociaux. Si on parle aujourd'hui de désinformation, si on parle des discours de haine aujourd'hui, c'est parce que le terrain vraiment de la bataille informationnelle a extrêmement changé. Nous avons quitté des presses très traditionnelles à des presses qui sont toujours en ligne et où ces presses sont quelquefois concurrencées même par des individus lambda qui se lèvent un bon matin et qui font des publications allant vraiment dans un sens. Donc, s'il n'y a pas sur ce terrain-là un arbitre qui va en quelque sorte réguler et siffler quand la balle tourne mal, quand il y a une faute sur une autre personne, je pense que s'il n'y a pas un arbitre dans ce sens, tout va aller en débandant, tout pour la simple raison que nous sommes sur le terrain des réseaux sociaux et qui est le terrain de la bataille informationnelle actuellement. Et ces réseaux sociaux-là sont obligés d'être des arbitres. Il y a beaucoup d'exemples des conflits qui ont été mal gérés et qui ont fini par de grands conflits juste parce qu'un message de haine a été amplifié sur les réseaux sociaux. L'exemple le plus documenté, c'est le génocide des Rohingyas en Birmanie. Je pense que Amnesty International a même reconnu, et l'ONU également ont reconnu la responsabilité de Facebook sur cette affaire-là, puisque un message de haine a été lancé sur les plateformes sociales et le message de haine n'a pas été bien géré par les algorithmes de Facebook qui ont beaucoup plus mis en avant et ont soulevé une communauté contre une autre minorité et ça a vraiment dégénéré, ça a fini à la fin par un grand conflit qualifié même de génocide. Et Facebook, par la suite, l'a aussi reconnu. Donc, je pense que ce sont ces types de conflits-là que si c'est vraiment mal géré, ces plateformes peuvent vraiment contribuer à leur mise en avant. Et si c'est mis en avant, vraiment, je pense que
comme à l'exemple du génocide des Rohingyas, ça peut toujours dégénérer. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisque c'est le cas le plus documenté. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres exemples qui peuvent vraiment illustrer ce fait-là, que les plateformes sociales sont obligées, en quelque sorte, de prendre leurs responsabilités pour éviter la prolifération de certains discours qui peuvent entraîner des conflits. Vous n'avez pas tort, hein. Je crois que les gens, et je suis en fait complicite, je crois qu'on s'aligne, n'est-ce pas, à écouter ceux qui pensent comme nous. Alors, ça veut dire que si je fais confiance à quelqu'un ou si je pense que quelqu'un a un point de vue qui est très valable, je crois en ce que la personne dit, parce que c'est en cette personne, il parle ma langue, il me comprend culturellement, et puis j'ai, n'est-ce pas, confiance en ce que la personne dit, parce que pour moi, n'est-ce pas, la désinformation, c'est pas comme, je sais pas moi, la mécanique ou la plomberie, n'est-ce pas? C'est une condition sociale, c'est une situation sociale, comme la criminalité. Il faut constamment surveiller, il faut s'adapter, n'est-ce pas, pour la combattre. Si on ne le fait pas, elle peut vraiment nous nuire au niveau personnel, mais aussi au niveau de la société at large. So what I was saying is that when I think about disinformation, for me, it's not like, you know, mechanic, it's not like plumbing. You know, you can fix those things, right? And so if something breaks in a car or something breaks in your house, you can fix. It's a social condition. It's like crime, because you have to always, you know, keep your eyes on the problem. You know, you need to monitor the problem, you need to adjust to it, you need to recognize that it is a reality, and it is a never ending, you know, fight that we have to be engaged in if we want to safeguard our interests. And when I say interest, you know, those are, you know, peacekeeping, you know, interest globally. That's what I mean. So I don't know if, you know, I don't know if this resonates with you or not. So. And this is for anybody. You know, I can't see the audience in this platform. You know, so I don't know if the audience does participate or what, but you know, I think since we are, you know, in this Q&A part, anybody should be able to participate in the discussion. Am I hearing anybody? No. No, and maybe I can add something in terms of this question of do local languages make the fight against disinformation more difficult? As you earlier alluded, just Cameroon has over 200 and something dialects, right? And if you look at globally, the different languages are just enormous. So it's not possible sometimes to have to put this responsibility on the social media owners. So what I have seen over the years is they've been sanctioning or removing people who are doing disinformation either on Facebook or Twitter, all this. But when it is in a language that is understood, like main languages, either French or English or Spanish. But when it comes to all these local dialects that we have, it definitely becomes more difficult to
to be able to fight against disinformation. So I don't think we can really put the responsibility on the social media owners and digital exchange platforms. But generally, I guess it's all our responsibility to try to fight it in our own local languages, but it's also a big task. But mostly also the people using local languages are sometimes also translating things directly from either the international languages. So if that is kind of reduced, maybe there could be some kind of reduction in misinformation in local languages. But either way, I think people use their local language as a safety net so that they cannot be sanctioned. So it's going to be very difficult, I will say. Mm-hmm. It is going to be very difficult. I like this question about, as a fact checker, what can I do when misinformation comes from the highest authorities? I think that we're living through this reality in the US today, and it's very difficult to know what to do. And I think there's an erosion in confidence, in the confidence that you have for social institutions. You believe that democracy is a system whereby fairness is embedded in the way that social institutions function. But then you're confronted with a reality that tells you that no, if you challenge this system, um, it bends, and it is not as rigid, as exact, as uncompromisable as we would think that it would be. So I think that individuals themselves, and I speak for myself, you have to have the power of your convictions. If what you believe in guides your actions, guide your behaviors, then you know which line to toe. However, if you allow for this information to intrude and get into your thought process, then you start losing confidence in the social institution in which you have believed all of your life, or most of your life, or in which you believe strongly, if not even all or most of your life. If you believe in a system, and then you have all this explosion of misinformation that is aimed at disrupting and at distorting the reality, it becomes very, very difficult because you don't believe in anything. You're constantly questioning yourself, and you have to make a decision not to believe in what you know is not true. When a political leader tells you, don't believe in what you see, don't believe in what you hear, you should believe in what you see, you should believe in what you hear, because you know the difference between right and wrong, basically. Alors moi, je crois que la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de dire que les gens ne doivent pas se laisser aller
dans la direction de la perte de confiance dans un système ou dans des institutions sociales s'ils ont confiance en comment ces institutions doivent fonctionner. Parce que la désinformation, je crois, sème la confusion. Ça influence la façon dont on pense, la façon dont on réfléchit, mais ça nous rend aussi, je sais pas, ça amplifie la défiance qu'on a. Donc, si on a un tout petit peu de doute dans comment les choses doivent fonctionner, cette désinformation-là peut vraiment nous amener à rejeter ce qui est vrai, à dénigrer la réalité, n'est-ce pas, en acceptant des informations qui sont fausses. Alors, je crois que quand on sait au fond de soi-même, n'est-ce pas, quand on connaît la différence entre le bien et le mal, quand on connaît la différence entre le mensonge et la vérité, on ne devrait pas se laisser manipuler aussi facilement parce que, après tout, chaque personne a la capacité d'engager dans une discussion critique, non seulement au niveau personnel, mais au niveau, n'est-ce pas, sociétal, communautaire, ce que vous voulez, n'est-ce pas, dans notre vie personnelle. Si un de nos amis nous dit, bah, écoute, aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse ceci, et si nous, on sait que ce n'est pas bien, on va pas accompagner l'ami, juste comme ça, en disant, ah tiens, oui, c'est mon ami, il m'a dit, il voudrait qu'on fasse telle chose ou telle chose aujourd'hui, alors parce que c'est mon ami, j'y vais et je laisse mes valeurs, n'est-ce pas? Je laisse mes croyances et je suis bêtement quelqu'un. Je crois que les hommes, n'est-ce pas, nous devons nous valoriser. On ne doit pas se laisser dévaloriser aussi facilement par des acteurs, n'est-ce pas, politiques, économiques, sociaux, ceux qui sont placés, n'est-ce pas, au plus haut de la société. On ne devrait pas du tout se laisser faire. Pour moi, c'est extrêmement important de cultiver l'esprit de confiance en soi, l'esprit critique dans les jeunes. Voilà. Je crois que c'est la réponse que moi, je peux donner. Je ne sais pas. Quelqu'un d'autre peut-être voudrait intervenir. Mais Ouais, il faut aussi j'oubliais, mais ma réponse à moi, elle est celle d'un professeur. OK, j'enseigne. Alors, c'est ma mission. Ce n'est pas, donc, peut-être mon point de vue est un tout petit peu différent. I was saying that, my response is tainted by the fact that, I'm a university professor. So I have a different, I see myself as having a different mission, a higher calling, a higher purpose, to create these, beings that are critical of the world. I want them to question everything. I want them to question me. I want them to question what I give them to read. I want them to just say why all the time. So this is where I am. And I'm going to shut down my microphone so I don't speak anymore. Oui, je pense que je vais juste ajouter quelque chose concernant la question qui dit, as a fact checker, what can I do when misinformation comes from the highest authorities? Je pense que dans la question dans le quotidien des fact checkers, c'est encore pire que dans la vie d'un journaliste parce que un article de fact checking débouche sur une sentence en quelque sorte qui dit faux ou vrai ou partiellement faux, etc. Donc, ça fait que plus ou moins la vie du fact-checker
c'est emprunt de ménage qui vraiment pèse sur lui, parce que le fact-checking, c'est aussi aller vers tout le monde. Si le président de la République donne un chiffre qui ne va pas, on crée un article, on produit un article qui dit, qui rétablit la vérité. Si un ministre donné dit quelque chose dans un sens, on écrit aussi un article pour vraiment mettre en avant la partie qui a été fausse, etc. Donc, ça fait que les fact-checkers sont très souvent en proie de ces différentes personnes-là. Maintenant, il y a des rédactions qui se protègent en quelque sorte en faisant une sorte de partenariat avec d'autres médias, tout simplement, et qui forcément ne sont pas de la région, mais qui peuvent quand même, d'une certaine manière, publier l'article, et l'article pourra quand même avoir également un écho sur l'audience. Donc, je pense que c'est ce que beaucoup de rédactions font. Tout l'article est prêt, mais on ne le publie pas, tout simplement. On le donne à une autre rédaction qui n'est pas de ma région et qui le publie en ciblant, bien sûr, mon audience. Donc, je pense que c'est beaucoup plus l'approche qui est utilisée, parce que, d'une certaine manière, il faut un minimum de protection, etc. C'est vrai qu'on est de plein pied, on veut de l'impact, on est engagé pour le rétablissement de la vérité, mais si à chaque fois il y a des portées disparues, si à chaque fois il y a des incarcérations et autres, je pense que ça va tout de même créer un trou quelque part. Donc, les gens, en tout cas, pour le commun des fact-checkers, d'une certaine manière, c'est une méthode, en tout cas pour nous, de passer l'information. L'objectif, c'est juste qu'elle soit publiée par quelqu'un. C'est l'impact final qui est voulu. Et donc, c'est la démarche qui est assez souvent utilisée. Merci. Is it from my end or someone is speaking? Docteur, on ne vous reçoit plus. Je ne sais pas très bien ce qui se passe avec mon StreamYard. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend bien maintenant. On vous entend bien. OK, merci. Alors, je disais, je remerciais tous les panélistes, n'est-ce pas, pour leur contribution. Je crois que la session était dynamique. En général, quand je sers de modératrice pour des sessions comme ça, je ne contribue pas beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai contribué, ce qui est un tout petit peu étonnant. Mais c'est aussi un peu le travail que je fais avec mes étudiants. Alors, j'aimerais que Miss Mohamed nous clôture la session pour nous. So maybe you can, close us out with some wise thoughts. I'm very grateful that you agreed to participate, and I thank you for coming. I thank everybody. I think that this was a dynamic panel and discussion. I learned a lot. I contributed myself. But I think that, I will ask you to close us out of this session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for networking with all of you. It's been great pleasure. I also want to
remind the young people in this room to always try to make your own table and make sure that your voices are heard. Verify, and I think I also enjoyed the discussion around this information. It's always important that we verify and fact check what we are sharing, because whatever we do has a powerful impact in terms of creating conflict and causing chaos. So I think, and I will say that, and those people who know me, I'm always, I try to, in whatever I am doing, I try to make sure that, young people are really have the voice to speak up and all that. You have a partner in me as Fatuma, but you also have a partner in UNFPA. I want to congratulate Linda and yourself, Professor, for this great session. It was really great moderation, and all the speakers for your rich discussion. I think we shouldn't end here. I think this should be the beginning of collaboration, of regional integration, and the overall Liptako, Gorma region and Sahel actually really needs us. And so we all need to pull up our sleeves and contribute as much as we can in whatever platform we are sitting on. So thank you, everybody, and thank you for having me today. Oh, thank you so much for coming, and thank you to all our panelists. We didn't go over time. This is great. I hope that I get to meet you guys in person whenever. You know where to find me. I work at Howard in Washington, D.C. So you can, contact me anytime. Linda knows where to find me. But I appreciate your participation and all of the hard work that you do. People like me, we chose to live our lives abroad. So I really admire young people who do the work on the ground at home. Alors, je disais que j'apprécie beaucoup les jeunes qui travaillent, n'est-ce pas, au pays. Les gens de ma génération, les gens comme moi, on a choisi, n'est-ce pas, de s'expatrier. Et c'est très émouvant et avec beaucoup de reconnaissance et d'admiration que j'écoute les jeunes qui font le travail qu'il faut faire, n'est-ce pas, sur le continent. Alors moi, je vous félicite et comme je disais, vous savez où me trouver. Je suis à Howard. Quand je suis au Cameroun, mais je suis toujours joignable. Alors, si vous avez besoin de quelque chose et si on peut aider, il faut nous dire. Et thank you very much. Et merci à Linda et à toute l'équipe de m'avoir invité. And I guess we will end here with the hopes of meeting you in person somewhere else. Mr. Kamga? Je ne pourrais rien dire de plus à part ça. Merci encore à tous les intervenants. Merci beaucoup, docteur. Et merci aussi aux gens qui nous ont suivis. Merci à Tune Africain qui a travaillé aussi sur cet événement et à toutes les associations qui travaillent pour cet événement-ci. Et le colloque n'est pas terminé. On vous attend sur les autres plateformes pour les prochaines sessions. Merci à tous. Une bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Merci bien. Merci. Au revoir. Merci.